Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au micro d'RCJ pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur. Aujourd'hui, notre invité est l'une des plus belles plumes de la francophonie. Il est romancier, dramaturge, réalisateur, comédien, patron de théâtre, directeur artistique de festival. C'est Éric Emmanuel Schmitt que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Éric Emmanuel, comment allez-vous ? Mais très bien. D'abord, je suis content d'être avec vous. Écoutez, c'est totalement réciproque. Éric Emmanuel, vous publiez votre 51e ouvrage avec La Rivale aux éditions Albin Michel. Cet ouvrage absolument jouissif est une façon pour le moins originale de célébrer le 2 décembre prochain le centenaire de la naissance de la Calas. Au lieu d'écrire un texte racontant le génie de cet artiste, vous avez choisi de la raconter à l'encre de l'aigreur d'une certaine Carlotta Berlumi, l'une de ses plus acharnées rivales. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'inventer ce personnage et de vous glisser dans sa peau ? Je crois que dans la vie, je suis assez gentil, alors ça me fait du bien d'être méchant quand j'écris un personnage. Et puis surtout d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un devient méchant et aigri. Et je me suis dit que finalement, raconter la Calas à travers quelqu'un qui a commencé en même temps, puis qui a chuté assez vite et qu'on a oublié... et qui ne comprend pas pourquoi on parle de la Calas. C'était une manière originale de faire le portrait de Calas. Bien sûr, en creux, bien sûr. En creux, et puis de montrer qu'en fait, la Calas, ça n'a pas été facile pour elle. Parce que justement, elle avait des gens comme ça en face d'elle. Elle changeait tellement de choses, elle révolutionnait tellement de choses que certains lui reprochaient la couleur de sa voix. C'était pas une jolie voix à l'italienne. C'était différent. C'était différent. On lui reprochait son investissement dramatique, c'est-à-dire que tout d'un coup, les opéras devenaient des vrais drames et on croyait à ce qu'elle jouait. C'était pas simplement une succession de jolis airs qui se passaient sur scène. Donc, en fait, on lui lançait des bottes de navet en même temps qu'on lui lançait des fleurs. Elle était huée tout autant qu'applaudie. Et donc, je voulais montrer aussi en creux, finalement, le combat qu'il y a eu pour être cette femme-là, pour avoir cette excellence-là, parce qu'elle n'était pas entourée de gens qui avaient le même amour de l'art qu'elle. Et justement, Carlotta, elle, c'est une bonne chanteuse. C'est ça, c'est la confrontation du talent et du génie, quoi, en fait. Exactement. Et de l'hédonisme contre l'effort. Parce qu'elle chante naturellement bien. Elle est assez paresseuse. Elle est paresseuse, elle ne va pas élargir son répertoire, elle ne va pas non plus changer de robe selon les productions. Elle a une robe pour la Traviata, une robe pour la Tosca, et puis on les garde, quels que soient les décors autour. Elle se pointe au milieu du théâtre, c'est l'endroit où sa voix parle mieux dans les cintres et dans les balcons. Et puis voilà. En face, il y a Calas qui change tout. Calas change son prénom. Dans ses 3 prénoms, elle choisit Maria. Oui. Elle va choisir ce nom de Calas, on ne sait pas comment. Elle change son corps, puisqu'elle va tout d'un coup faire un régime qui va... Elle se réinvente entièrement. Elle se réinvente. Et sa grosse voix... Avec tout le courage qu'il faut pour se réinventer. Et sa grosse voix, pas forcément belle... elle la rend elle la rend belle, elle la polie. Et puis c'était une voix pour Wagner, pour passer des orchestres de 120 musiciens. Et elle en fait aussi une voix de rossignol quand il faut monter dans l'aigu. Elle s'est totalement voulu fabriquer, consacrer à la grande artiste qu'elle était. Donc c'est la figure du dépassement de soi-même en face de Carlotta. Une aisance, un petit... et quand on vous lit et quand on vous écoute raconter, quand on vous écoute écrire, et cette Carlotta Berlumi, d'abord, on sent une immense jouissance. Vous avez dû vous amuser comme un petit fou à écrire ça. Cette pauvre femme, elle est persuadée que toute son infortune vient de la Calas. C'est presque une idée fixe. Vous en avez connu des auteurs qui, n'ayant pas trouvé leur public, pensent que votre seule présence leur a barré les chemins de la célébrité et du succès. Oui, malheureusement, j'en connais.
Je connais des personnes qui pensent qu'au théâtre, par exemple, je leur ai volé tous les artistes, les Delon, les Belmondo, les Charlotte Rampling, les Bernard Giraudot, qui devaient jouer leur pièce et qui ont joué la mienne à la place. Ce qui est totalement faux, bien sûr. Ça a l'air de vous rendre extrêmement malheureux de penser ça. Non, parce que moi, je les ai eus. non, mais de les évoquer, ces gens-là où... Non, parce que, en même temps, vous savez, je trouve l'être humain est bien fait. C'est-à-dire, au lieu de s'accuser lui-même, il accuse les autres. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est un principe de bonheur finalement. La plupart des gens pensent qu'ils sont à l'origine de tout ce qui leur arrive de bien, mais qui sont jamais à l'origine de tout ce qui leur arrive de mal. Et Carlotta, elle a découvert la logique du bouc émissaire, hein, c'est-à-dire que on en reparlera. Voilà, c'est Calas qui l'empêche de chanter parce qu'elle appelle les directeurs de théâtre où elles ont chanté ensemble. Elle veut effacer la seule personne qui pourrait lui faire de l'ombre. Et Carlotta s'explique sa chute comme ça. Mais c'est merveilleux. Ça l'arrange. Mais moi, de temps en temps... Mais c'est un cadeau du ciel. Oui, forcément. Et moi, de temps en temps, j'aimerais être bête comme ça. Vous savez, c'est-à-dire... pas me sentir responsable de ce qui m'arrive, mais penser que c'est vraiment les autres. Éric Emmanuel, vous bête, c'est impossible. Non, mais au-delà, sans rentrer dans cette méchanceté jouissive, dans cette mauvaise foi que l'on peut retrouver à chaque page de votre ouvrage, ça doit pas être évident. Moi, c'est aussi la question que cet ouvrage pose. Ça doit pas être évident quand on voyage sur cette terre de rencontrer des génies. Je pense Salieri. Alors, beaucoup d'historiens ont dit que ça n'avait pas été aussi clivant que ça, enfin que ça n'avait pas été aussi clivé que ça. Mais c'est vrai que un excellent compositeur comme Salieri se retrouvant le malheureux face à un petit môme, un petit génie comme Mozart, ça va pas... Et plus récemment, dans les gens qui ont révolutionné la pop musique dans le monde, j'ai toujours pensé à George Harrison, qui écrivait 1 ou 2 chansons par album face au tandem de choc Lennon-McCartney, qui faisait à chaque fois des choses innovantes, des choses qu'on n'avait pas entendues avant. Ça doit pas être évident à vivre. Non, ça. Je pense. Il y a des êtres qui effacent tout autour d'eux par leur propre lumière. Quand on chantait à côté de Calas, on était peint sur le décor. Parce que les gens ne voyaient que Calas. Et donc, elle était détestée par tous ses partenaires. Non. Moi, vous savez, l'aigreur, la jalousie, je comprends très, très bien ça. Ça fait partie du matériel humain. C'est un sentiment que vous avez combattu, vous ? Alors oui. Alors, je suis pas spontanément aigri, d'abord parce que la vie m'a réussi très... Bien sûr, mais il vous est arrivé parfois d'être jaloux. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut pas faire, c'est céder à la maladie de la comparaison. C'est ça. Parce qu'il y a toujours plus successful que soi, il y a toujours plus riche, il y a toujours plus jeune, il y a toujours plus beau. Si on se met sur le mode de l'envie, c'est ce que disait Rousseau, si on se met sur le mode de l'envie, on trouvera toujours quelque chose que l'on n'a pas. Bien sûr, il nous manque toujours quelque chose. Il faut plutôt se mettre sur le mode de la joie, c'est-à-dire se contenter de ce qu'on a et se réjouir de ce qu'on a. Et le célébrer. Et de le célébrer. Donc oui, je dirais que philosophiquement et spirituellement, je me suis toujours obligé à dire non, je ne fais pas de comparaison. Alors, j'ai pas beaucoup non plus de mérite à le faire parce que j'ai été très vite reconnu et j'ai eu beaucoup de succès. Donc, j'ai même, je dirais, ce qui serait scandaleux, c'est que je sois aigri. mais je connais des gens qui ont un succès équivalent. Et qui ont à ligne de mire quelque chose qu'ils n'ont pas eu. J'entends. Ça s'appelle une insatisfaction chronique. Oui. Et c'est peut-être leur moteur aussi en même temps. Mais peut-être. Si c'est un principe... Pour faire du feu, il n'y a pas que des bons aliments. C'est clair. Éric Manuel, vous le savez, nous sommes sur RCJ, une radio culturelle et cultuelle. Et pour résumer la haine que vous, Carlotta, à la Calas, je voudrais citer un court extrait de votre livre qui le résume parfaitement, mais qui résonne très singulièrement compte tenu de l'actualité aujourd'hui. Vous écrivez, page 95, dans La Rivale, « Carlotta savait expliquer ses ennuis et ses échecs. Elle avait trouvé son bouc émissaire. Si Calas avait été l'autre nom de juif, Carlotta aurait été fanatiquement antisémite. » C'est fort, cette phrase. Je tenais absolument à ce qu'elle soit là. Parce que l'antisémitisme, mais aussi le principe qui crée l'antisémitisme, qui peut se retrouver sur d'autres objets, mais particulièrement l'antisémitisme est une chose... C'est le principe du bouc émissaire. C'est le principe du bouc émissaire. Et on pouvait croire qu'on s'en était débarrassé. Enfin, moi,
bêtement, dans les années 90, je pensais que c'était derrière nous une bonne fois pour c'était toutes. derrière, exactement. Alors j'entendais des saillies par-ci, par-là. Je me disais, c'est un phénomène minoritaire. Et puis l'antisémitisme a pris d'autres couleurs, a trouvé d'autres aliments, Oui. toujours aussi faux pour se faire. L'antisémitisme n'est plus maurassien aujourd'hui. Mais plus du tout. Mais même, regardez, vous vous souvenez quand on a attaqué Emmanuel Macron en disant qu'il avait travaillé dans la banque. Oui. Mais attention, il aurait travaillé au Crédit Agricole. Non, On et- n'aurait rien dit. Il avait travaillé chez Rothschild. C'est ça le Et problème. moi, tout de suite, je voyais l'antisémitisme Bien qu'il y avait évidemment, derrière. Bien évidemment. Voilà, l'association juive, argent, etc., etc. C'est rampant, c'est continuel. Et là, maintenant, ça peut être sous la forme de l'antisionisme, etc. Non, je ne comprends. Pour moi, c'est un des plus grands mystères de l'histoire humaine parce que je suis quand même j'ai un regard très historique sur les choses. Ça ne s'arrête pas. Et je ne sais pas qui a dit récemment l'antisémitisme s'arrêtera avec l'humanité. C'est triste de pouvoir penser ça. Mais je trouve ça incompréhensible et malheureusement, je trouve que les faits Semble donner raison à... appuient ça. Ah. Mais vous savez, je pense que la bêtise gagnera toujours sur l'intelligence, mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Mais justement, ce livre-là, La Rivale, bon, qui raconte, donc on a bien compris, ce personnage imaginaire, puis il y a un autre personnage, c'est Enzo, qui lui recueille, mais on va pas raconter la fin, mais il est absolument génial, ce Enzo, il a tout compris finalement, Oui. et qui entend toutes les doléances, toute la boue, toute cette encre noire que cette Carlotta lui balance au visage lorsqu'elle parle de ses échecs et de la calasse. Ce livre-là, justement, à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, à la lumière de ce regain d'antisémitisme, cette démonstration que vous faites, cette espèce comment on dit, quand on prend un insecte et cette dissection que vous faites, Voilà. du principe de bouc émissaire, je le trouve très, 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 très bien fait et très intéressant. Merci. C'est une analyse de la logique de la médiocrité. C'est-à-dire que pour ne pas penser qu'on est médiocre, on doit se penser victime Effectivement. de quelqu'un qui est moins médiocre que soi. C'est beaucoup plus facile à vivre. C'est beaucoup plus facile. Éric Emmanuel, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de nous livrer en amont 3 chansons qui ont compté dans votre existence. Et nous allons nous promener comme ça rapidement au gré de vos préférences musicales. La musique, bon, vous êtes un mélomane averti. Elle fait partie de votre vie. Vous avez déclaré « J'invente des livres pour qu'on entende la musique ». J'ai trouvé cette phrase extrêmement jolie. Votre premier choix, c'est la chanson de Michel Berger et de Luc Plamondon, extraite de l'opéra rock Starmania, né en 1979, et son interprète à l'origine, une chanson qui est interprétée à l'origine par Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse. Une chanson inchantable, tant il faut 3 octaves. 3 octaves, c'est juste inchantable. La Calas aurait pu le faire. La Calas aurait pu le faire. Michel Berger allait renoncer à cette chanson tellement il ne trouvait pas d'interprète. Et un jour, il regarde une émission qui s'appelait Taratata de Jacques Martin. Jacques Martin était le premier inventeur de ce taratata, et il voit un jeune chanteur qui chante Lady Marlène, un album entièrement dédié au mur de Berlin, et il y avait donc une chanson, la chanson phare de cet album. Il entend la voix de ce jeune chanteur qui s'appelle Daniel Balavoine, et il se dit, ça y est, j'ai trouvé l'interprète de SOS d'un terrien en détresse. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson ? Pourquoi vous avez choisi de nous la faire entendre ? C'est drôle parce que j'ai eu la chance de voir Luc Plamondon hier soir. Oui. Et parce qu'elle réunit mon goût du classique et mon goût de la chanson. D'accord. Parce que cette mélodie... Michel Berger est un musicien extraordinaire. Un mélodiste incomparable. Voilà. Et on reconnaît tout de suite la musique de Michel Berger. C'est comme Michel Legrand. Je veux dire, hop, on entend, on sait. Donc, c'est une grande personnalité. Et puis, tout d'un coup, pousser la chanson jusqu'au grand lyrisme. Et ce qui est drôle, c'est qu'heureusement, il a trouvé Balavoine. Mais depuis, Balavoine, même s'il est mort, il a engendré des tas de Balavoine. Effectivement. Parce que maintenant, on trouve des chanteurs qui peuvent reprendre ça. Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup, et peut-être pas, on va faire insulte à personne, Oui. mais peut-être pas avec la grâce que Balavoine avait. Ça, c'est vrai. Il y a une tension dans son interprétation. Je me souviens d'un extrait que l'on peut revoir sur les archives de l'INA, au Grand Échiquier de Jacques Sancel. Il est accompagné par un grand orchestre, il est en direct. Il y a une tension dans cette interprétation qui bouleverse. Qu'on ait vu ce spectacle ou pas, on est pris, on rentre dans l'écran avec lui. Je crois que c'est ça aussi le talent d'un grand interprète. Oui.
On l'écoute ? On l'écoute. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. SOS d'un terrien en détresse, Daniel Balavoine. Le choix d'Éric Emmanuel Schmitt dans les refrains de Mon cœur. Daniel Balavoine chante cette chanson et il décède à 33 ans. Grégory Le Marchal, autre brillante interprète de cette chanson qui nous a quittés à quelques 26 ans. La Calas, elle-même une immense voix qui s'est éteinte dans sa 44e année, je crois. Vous croyez en la malédiction des grands destins brisés ? Et je crois que la mort transforme certaines vies en destin. Et dans le cas de la Calas, effectivement, la tragédie de la Calas, c'est quoi ? C'est que quand elle chante l'amour, elle ne le vit pas. Elle a un vieux mari qui est son impresario. Et puis quand elle vit l'amour en rencontrant Aristide Onassis, elle le vit et elle ne peut plus le chanter. C'est ça. C'est-à-dire, elle a deux vies qui sont consacrées à l'amour, mais l'une exclut l'autre. Tant qu'elle a représenté l'amour par la musique, par le drame, par l'opéra... Elle peut l'incarner Oui, par sa elle s'en voix. est tenue à distance. C'est ça. Et cette distance la sauvait, parce qu'elle était tellement intense qu'elle se jetait dans les choses. Et à partir du moment où elle le vit vraiment, elle se brûle à ça, mais elle n'est plus capable d'avoir la distance qui était celle de l'incarnation. Et ça, c'est une vraie tragédie. Et alors, ça a conduit un destin incroyable, c'est-à-dire qu'elle se met du coup à ressembler aux héroïnes d'opéra qu'elle a interprétées. Parce que tous les compositeurs font mourir l'héroïne à la fin de l'opéra. Et elle meurt à la fin. Voilà, c'est Carlotta d'ailleurs dit ils adorent nous faire mourir parce que ça leur permet d'écrire des prières ou des airs déchirants. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça. Et Calas, comme la Traviata, elle va mourir d'amour, seule. De solitude de son amour qui lui est enlevé parce qu'elle ne se remet pas du départ d'Aristote Onassis. Moi, j'ai rencontré des gens qui l'avaient connu à cette époque-là, des hommes qui l'ont même approché. Certains avaient envie de la séduire et ils m'ont dit mais c'était la femme la plus triste qu'ils avaient jamais rencontrée. Elle avait perdu le désir d'être là. De vivre, tout simplement. La preuve. Ça s'appelle la dépression et peut-être que, je ne sais pas comment elle est morte, mais peut-être qu'il y avait un abus de médicaments, etc. En tout cas, elle s'est éteinte, mais exactement comme ces héroïnes. Donc, elle ressemble par sa vie à la vie des héroïnes qu'elle a incarnées. Donc là, le tour est fait et c'est comme ça qu'on fait une légende. Éric Emmanuel, on continue avec un petit bond dans le temps pour aller écouter un artiste belge qui a manifestement révolutionné la chanson francophone de ces 6 dernières années, c'est Stromae. Et de Stromae, vous avez choisi une chanson en apparence festive et dansante, mais lorsqu'on écoute bien le texte et sa signification, c'est une chanson qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus lourde de sens qu'elle n'y paraît. C'est Papa où t'es. Pourquoi ce titre et pourquoi cet artiste ? Alors le titre, c'est parce que je pense que le père soit là ou ne soit pas là, je pense que tout garçon s'est dit papa où t'es. D'accord. Parce que c'est difficile la relation père-fils. Vous en savez quelque chose ? Oui. Mon père et moi, nous nous sommes aimés, ça, il n'y a aucun doute, mais tellement mal. Voilà. Et donc ça me touche très profondément. Et puis j'aime cet artiste parce que moi, je l'ai rencontré à ses tout débuts entre Belges. Et écoutez, à 18-20 ans, il avait son style, il avait sa façon de s'habiller, sa façon d'être au monde. Sa singularité à lui. Sa singularité. Ce qui est le propre d'un artiste, quand même. Oui, mais si jeune.
Il y a des gens qui mettent du temps à se trouver. Bien sûr. Puis, à la limite, il y a des gens qui se trouvent jamais. Et puis, où il y a des gens qui sont des caméléons, comme Johnny Hallyday ou comme Madonna. Bien sûr. Lui, hop, il s'était trouvé et il est arrivé, mais comme tout pur, comme ça, comme sorti de l'eau. Et donc, ça m'a fasciné. Et puis, il y a une sauvagerie derrière. Il y a Une sauvagerie. Oui, il y a une intelligence sauvage. Une intelligence qui refuse que le monde soit comme il est. Et qui voudrait que le monde soit différent. C'est cette intelligence, vous pensez, qui l'amène à si mal supporter aujourd'hui sa notoriété ? Je pense que c'est cette extrême sensibilité, et cette intelligence, et cette volonté de ne pas consentir au monde tel qu'il est, mais de vouloir que le monde soit différent. Je vois à lui une espèce de révolte, d'idéalisme et de pureté. Enfin, et de souffrance. Et de souffrance. Peut-être ai-je tort, mais je le vois comme ça. On l'écoute ? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Stromae, Papa Outé, le choix d'Éric Emmanuel Schmitt dans notre émission Les refrains de mon cœur. Éric Emmanuel, vous parliez de votre papa qui était un sportif, un grand sportif, kinésithérapeute, champion de boxe aussi, je crois savoir. C'est quelqu'un qui vous a, justement, dans ce rapport parfois difficile, c'est quelqu'un qui a compris vite que l'écriture, le sport n'était peut-être pas forcément votre truc, et que vous, votre combat à vous, ça allait être non pas sur un ring, mais avec un stylo à la main. Il vous a poussé là-dedans? Oui. Alors, il ne faut pas faire des clichés sur les sportifs, parce que c'est vrai que moi, je suis fils de sportifs et de sportives. Maman étant championne de France de sprint et lui champion universitaire de boxe. Ils adoraient la culture. Ils lisaient beaucoup, ils m'ont emmené au théâtre, au cinéma, voir des ballets, etc. Et oui, il était très étonné par moi. Je crois que c'était la base de notre rapport. Je l'étonnais depuis tout petit, parce que j'étais singulier, j'étais pas comme les autres. Et puis, il a compris cette singularité. Il l'a accompagné. Oui, maladroitement, mais il l'a accompagné. Je m'en rends compte avec le recul. Oui, tout à fait. Mais je m'en rendais mal compte. Il n'y a pas de mauvais père, il y a des mauvais fils aussi. Et je pense que nous deux, lui n'était pas doué pour être un père, moi je n'étais pas doué pour être un fils. Un tandem assez infernal. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je n'ai jamais douté ni de son amour, ni de son estime. Et ça, c'était extrêmement important. On entend on entend votre émotion lorsque vous en parlez. Stromae, on l'écoutait à l'instant, quelqu'un, on le rappelait, qui semble avoir beaucoup de mal à gérer sa notoriété, et poursuivre un artiste qui lui a toujours visiblement très très bien géré sa notoriété. La renommée, il a eu sa façon à lui de la dompter jusqu'à en faire une chanson. Elle est trompette de la renommée. C'est Georges Brassens que vous avez choisi de nous faire entendre. Mais alors pas Georges Brassens, lui. Georges Brassens, l'auteur-compositeur, qui à ses tout débuts était chanté par Patachou. Vous avez choisi de Brassens, Les Amoureux des bancs publics, mais dans la version de Patachou. Oui. Pourquoi cette version-là précisément ? Parce que d'abord, elle a été très importante dans sa vie. Oui, bien sûr. Elle l'a fait connaître, ils ont vécu ensemble. Elle a été déterminante dans sa vie. Et alors, pour moi, Patachou, c'est la classe des faubourgs. C'est-à-dire, c'est une parigote, et en même temps, elle a une élégance absolument incroyable, et elle a un sens des mots. Et je trouve que, voilà, en plus elle a une voix superbe. Enfin, moi, je suis un grand fan de Patachou. Qu'est-ce qu'elle amène par son interprétation à la chanson de Brassens ? Elle fait entendre
elle fait entendre la poésie de Brassens. Et vous sa musique, pensez que lui n'y parvenait pas? moins, parce que j'ai toujours l'impression qu'il articule bien. Vous voyez, elle est à l'étage au-dessus, où elle exprime. Elle, c'est l'interprète. Mais oui, parce qu'elle n'a pas besoin. Lui, on voit qu'il fait des efforts. Il en a pas du tout envie, en fait. Ben non, voilà. Il a interprété ses œuvres parce qu'il était obligé. Et puis finalement, il y avait quelque chose d'un peu rugueux et de rustique dans sa voix. Et son ensemble instrumental était parfait. Tout ça, c'est une cohérence parfaite. Mais quand on sort quand on sort ces musiques et ces poèmes de cette gangue et qu'on trouve des gens qui sont au niveau d'interprétation de Patachou, on entend d'abord la magnifique mélodie de Brassens, parce que vraiment il composait merveilleusement bien, et on entend aussi la dimension poétique, parce qu'elle a plus à se soucier de faire la note juste et d'articuler. Elle se contente d'exprimer, et en plus avec une retenue. Elle le donne. Et en plus avec une retenue, puisque je disais, il y a une classe folle, oui. Une retenue à laquelle je suis sensible. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Les amoureux des bancs publics, la version de Patachou choisie par Éric Emmanuel Schmitt dans son programme Des refrains de son cœur. Éric Emmanuel, le temps a passé à une vitesse dingue avec vous, comme d'habitude. je rappelle votre actualité. Franchement, on n'a pas l'habitude dans cette émission de faire de la langue de bois et de se forcer à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Ce livre est profondément jouissif. Le 2 décembre prochain, on célébrera les 100 ans de la naissance de la Calas. Le meilleur cadeau à faire à la mémoire de la Calas, c'est d'aller lire ce livre, La Rivale d'Éric Emmanuel Schmitt, aux éditions Albin Michel. C'est drôle, vous apprenez plein de choses sur la Calas. Et surtout, vous riez avec cette malheureuse aigrie et tellement triste et tellement malheureuse, mais voilà, avec une fin à laquelle on ne s'attend pas du tout. C'est un livre qu'on lit vite et qu'on lit avec bonheur. Éric Emmanuel, je vous souhaite plein de bonnes choses et écoutez, vous êtes ici chez vous. Merci Frédéric. Merci. À bientôt.